Je commence avec une précision. Vendredi dernier, Marc-Antoine, tu étais là. Oui. On pérorait sur les noms d'équipes. On a tendance à faire ça. Oui, ben ça a failli s'appeler comme ça, hein, le balado. Tellement Pérard. Tellement, ouais. Pérard, rare. On Pérard rare. Hockey et Pérard. Ça Pérard et hockey, ouais. C'était bien sûr suite à l'annonce du mammouth. Et là, on disait, bon, on va dire les mammouths et non pas le mammouth. C'est le service linguistique de Radio-Canada qui nous... Disait de franciser. Qui a précisé. Et comme on fait avec les prédateurs et les sénateurs, et là, je te ramène au fil de cette conversation passionnante qu'on avait avec... Je suis moi-même sur le bout de mon chien. Et t'étais là, imagine, Ouais. avec Martin Leclerc, qui sera pas là cette semaine, qui profite de quelques journées là, de traitement, de repos. Il y a de l'incise dans ta phrase, là. Ça va bien? Oui, ben écoute. Plusieurs parenthèses. Ouais, ouais. voilà. Est-ce que je vais pouvoir revenir là où j'étais? Pour le savoir, restez là. Alors, on se demandait pourquoi on dit prédateur et on dit sénateur, mais on n'écrit jamais prédateur EUR, alors qu'on écrit sénateur EUR. Ouais, Tu te souviens, on se posait cette question? C'est parce que c'est une équipe bilingue, là. C'est le bon ami Simon Crémer qui m'a accosté dans le hall. Il a fait un détour. Il était en ligne au café. Il a abandonné son rang dans la file pour venir me dire qu'effectivement, les sénateurs, ça existe. Oui, bien, l'équipe, les communications de l'équipe sont dans les deux langues. Il y a les senators et les sénateurs. C'est ça. Donc, ça va, nous, Ce qui n'est pas le cas des prédateurs, non. évidemment. On dit, il y a juste les predators. C'est juste que nous, on le francise à l'oral, mais pas à l'écrit, évidemment. Exactement. Alors qu'on le francise pas. On francise pas senators à l'écrit. Ça existe à l'écrit. Exactement. C'est ça ta précision. Non, mais je pense que c'est important. Puis toi, Alex? Je pense que c'est important. Ouais. Ben, si Alex avait été là, on aurait tout réglé ça. On aurait tout réglé ça. On aurait tout réglé ça sur le spot. Mais non. Alors, le mammouth, on dit mammouth, c'est ça que tu me dis dans le fond? C'est le service linguistique. Mais on écrit... On a reçu un courriel à cet effet. Oui, ça se peut que je ne l'ai pas lu. Là. Combien de temps ça va prendre avant que quelqu'un titre minute mammouth? Écoute... Ça sera pas long. Septembre. C'est un titre que tu viens d'offrir là, à tous nos auditeurs qui sont présents. Voilà. J'ai l'impression que ça ne sera pas à Radio-Canada. Je ne veux pas faire preuve de snobisme ici, mais j'ai l'impression que ça ne viendra pas d'ici. Quoi qu'à une certaine époque... il y a eu une période dorée de titres. Oui. Il y a un moment donné, quelqu'un a mis son pied à terre. A dit, là, ça fera. Ça. Ben, il y a plusieurs titres qu'on ne pourrait plus vraiment utiliser, je pense, aujourd'hui. Peux-tu donner un ou deux exemples? Ben, c'est parce que les exemples qui me viennent... Ils sont pas... non, on ne peut pas les partager. Ils sont pas legit. Ils sont pas... Moyen. Mais il y en avait pour le Vendée Globe. Il y en avait beaucoup. Il y en a un pas si mal quand Jochen Heck a pris sa retraite. Oui, l'ancien joueur des Sabres. Oui, entre autres, l'Allemand. On avait titré What the Heck. Parce qu'il est à la retraite, donc de la What. What the Heck. Ça faisait pas long feu. Là. Ça n'a pas passé. Mais il y en a d'autres qui m'échappent. Triple boucle Piqué. Ça, c'était pas... Parce qu'il avait compté 3 buts. Oui. Souban, bon. il avait marqué 3. Ben oui, 3 buts. 3 buts. Triple boucle Piqué. Moi, je me rappellerai toujours. Écoute, ça, là, c'est un autre niveau de mauvais. Vraiment. J'attends que la personne a été congédiée. Il y en a un autre, je sais pas à quel point. Au pire, tu couperas ça, là, Jack. Au pire, Jack, tu coupes ça. Mais ça a été fait. Mais changé après. Vous vous rappelez de la lutteuse Martine Dugrenier? Oui. Bon. Elle affrontait une lutteuse de la Mongolie aux Jeux olympiques de Pékin. C'est pas drôle. C'est un terrain glissant. Puis s'était fait battre. Donc, il y a quelqu'un qui avait titré La Mongole sort du grenier. Ouch. Oh là là. Ouais. Quand j'étais à la presse, il y avait un des bons titres que j'ai retenu. Les pupitreurs, c'était à une époque où Brian Boucher, le gardien de but, Brian Boucher avait était sur une lancée extraordinaire. Puis le pupitreur avait titré Boucher vend chèrement son filet. C'est très bon, ça. J'adore ça. Ça, c'est bon. Mais c'est drôle parce qu'aujourd'hui, c'est vrai. Ben oui. Je trouve que c'était tellement raffiné. Martin, mais écoutez, t'es pas les seuls à faire ça. Là. Il y avait une époque un peu tendancieuse. Le Martin nous rappelait la fois où
Ah oui, ça, c'était pas drôle. Là. Non, mais le 4... l'accident, non, mais l'autre, le 4 rencontre le 6, là. Ouais, c'est ça. Jean Béliveau. Il avait rencontré le pape, là. Ouais. Paul VI. Paul VI. Le 4 rencontre le 6. Quand même. C'est ça. Ça n'a aucun sens. Okay. C'est extraordinaire. Aujourd'hui, on nous bassine avec le référencement. Donc, là, les jeunes, à l'écoute, là, il faut mettre le plus de mots clés. Lionel Messi. Il faut que tu mettes... Eugénie Bouchard. Eugénie Bouchard, c'était payant à l'époque. Peu importe ce que tu... C'est sûr que dans les moteurs de recherche, le 4 rencontre le 6. Ça sort pas vite. Ça sort pas. Ton article n'est pas en haut. Là. Non, c'est trop... Il y a trop d'options. Ça va-tu, Alex? T'es-tu correct? Là, je pensais pas m'en sortir. Je pensais pas que je serais capable de... Mais je suis là. Je suis correct. OK, c'est bon. Ouh là là. OK, mais faut pas que j'y repense. Non. Okay. On change de sujet. OK, aujourd'hui, la flamme canadienne vacille. Le printemps de Miko. Et dépêche-toi de coacher parce que ça achève. C'est tellement hockey. Épisode 406. Ils sont vos journalistes affectés à la couverture du hockey. Messieurs Marc-Antoine Godin et Alexandre Gascon. Salut les gars. Bonjour Alex. Salut les copains. Je m'appelle Alexandre Coupal. Ailleurs dans la LNH. Direct du Stade Jarry, Steve Renko affronte ce soir Wayne Twitchell. Très bon! Très bon. On va bien sûr faire le tour des 4 séries restantes, mais on va faire ça un petit peu plus tard. Juste avant, soyons local. Oui. Soyons local parce que là, on est en pleine interminable pause des séries de la Ligue américaine. Ce qui permet à Pascal Vincent de répondre au téléphone. Et Marc-Antoine t'a écrit là-dessus. On en parlait avant que les séries commencent, ou enfin quand il commençait à y avoir beaucoup de postes disponibles d'entraîneur-chef dans la Ligue nationale de hockey, que Pascal Vincent serait certainement un candidat... certainement un candidat. Puis Kent Hughes, dans son bilan de fin de saison, a dit qu'ils allaient rien faire pour nuire à l'avancement de Vincent. Je ne sais pas si ça tombe bien qu'on ne soit pas tant occupé parce que Vincent, en substance, disait que il n'a pas le temps de se préparer là, pour des trucs approfondis, mais a quand même le temps de répondre au téléphone et le téléphone sonne. Moi, c'est ce qu'on m'a dit. Il y a eu plusieurs équipes qui se sont manifestées. Dans quelle mesure elles sont intéressées, quel est leur niveau de sérieux, c'est pas clair encore. Il y a toujours des étapes de rencontres exploratoires, de discussions exploratoires qui sont faites pour essayer de juste apprendre à connaître le candidat en question, puis éventuellement de voir si ce serait un bon jumelage avec l'organisation qui l'appelle finalement. Mm-hmm. Puis, c'est ça, il y a encore beaucoup de postes qui sont disponibles à l'heure actuelle. On est donc rendu à la mi-mai. Puis, il y a entre 4 et 8 équipes de la Ligue nationale qui pourraient changer d'entraîneur. Les Penguins de Pittsburgh, les Flyers de Philadelphie, les Canucks de Vancouver puis le Kraken de Seattle sont tous les 4 à la recherche d'un entraîneur. Là, il y a des postes. Il y a des postes ouverts. Il y a des entraîneurs qui sont embauchés sur une base intérimaire. Sorensen à Chicago, puis Joe Sacco à Boston. Est-ce qu'ils vont être de retour officiellement dans la recherche d'un entraîneur? Ils sont des candidats dans leurs postes respectifs, mais c'est rare que... écoute, on ne peut pas les discarter encore, mais il y a une possibilité réelle que leurs équipes décident de procéder à un changement. Puis là, il va y avoir aussi de nouveaux directeurs généraux avec les Kings de Los Angeles et avec les Islanders de New York. Puis ça pourrait potentiellement mener à des changements d'entraîneur également. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est entre 4 et 8. Puis ça, c'est après que les Ducks aient fait leur propre embauche, après que les Rangers aient fait leur embauche. Donc là en l'espace en fait, une seule entre-saison, tu as le tiers des équipes de la Ligue qui changent d'entraîneur. Ouais. C'est énorme. Et puis, dans tout ça, Pascal Vincent pourrait être un candidat intéressant. Ce qui est particulier, c'est qu'il y a tellement de changements d'entraîneur
que la variation, puis disons, comment je pourrais dire, les portes tournantes sont tellement folles qu'on dirait qu'il n'y a pas suffisamment de nouveaux candidats qui entrent dans le système puis qui font en sorte que les équipes peuvent dire, nous, on va aller chercher cet entraîneur-là dont on a besoin. Étant donné qu'il y a tellement de demandes, l'offre n'est pas toujours à la hauteur. C'est-à-dire que tu as des entraîneurs qui sont des entraîneurs, des gros noms. Des entraîneurs qui sont de métier, qu'on connaît depuis longtemps. Tu parlais des Ducks et des Rangers, c'est ce qu'ils ont. Kelvin en fait partie, mais je pourrais penser, mettons John Tortorella, Bruce Boudreau, des gars de même qui sont libres, qui sont là depuis une éternité. Mais est-ce que c'est nécessairement la fine pointe à ce moment-ci, les 2 des 32 meilleurs candidats possibles? Pas certain. Est-ce que tu as aussi des jeunes entraîneurs qui ont fait leur classe soit dans le milieu universitaire ou dans la Ligue américaine qui sont prêts pour la Ligue nationale? Ou est-ce que dans un effort de pouvoir trouver du nouveau monde, on va aller les soutirer soit des collèges américains ou de la Ligue américaine avant qu'ils soient tout à fait prêts? C'est possible. Alors, il y a tellement un gros roulement que finalement, c'est difficile d'aller chercher des candidats de qualité. Puis dans ce contexte-là, Pascal Vincent est quand même un candidat qui est intéressant parce que non seulement il a beaucoup d'expérience dans la Ligue américaine, mais en plus, il a touché aussi à la Ligue nationale, un petit peu comme entraîneur-chef, mais évidemment beaucoup comme entraîneur adjoint. C'est ça. Il y a peut-être un manque d'imagination là, aussi dans la recherche des entraîneurs là, de tout temps. C'est un carrousel, puis il y aurait peut-être intérêt à justement essayer de débaucher des candidats qui sont ailleurs. David Carl a toujours été pressenti pour être un entraîneur dans la Ligue nationale de hockey. Là. Il est avec l'Université de Denver. Puis, si je ne me trompe pas, il a prolongé son entente qui était pourtant encore effective pour 2 autres saisons, je pense. Donc là, il doit être sous contrat quelque chose comme 6-7 ans encore. Là. J'imagine qu'il doit avoir une possibilité de quitter si ça l'intéresse. Non, exactement. Mais alors que plusieurs s'attendent à ce qu'il fasse le saut depuis quand même un bout de temps. Carl, qui a remporté au moins 2 championnats nationaux avec Denver, qui est vraiment comme un entraîneur, c'est une vedette montante, une étoile montante dans ce domaine-là. Lui, il ne semble pas pressé de faire le saut. Donc, il y en a peut-être qui veulent choisir aussi leur destination. Il n'y a que 32 postes, mais je ne suis pas sûr qu'ils se valent tous. Puis ça vaut aussi pour les directeurs généraux. De ce qu'on entendait, il y en a qui sont peut-être pas super emballés nécessairement par celui des Highlanders, puis qui préfèrent voir si Ken Holland, par exemple, n'atterrit pas à Los Angeles plutôt qu'à New York dans un contexte qui serait plus difficile d'avoir du succès. Alors, maintenant, on se permet, je pense aussi, de magasiner. De faire la fine bouche un peu, de magasiner, puis ça vaut pour les entraîneurs. Puis David Carl est probablement le meilleur exemple de ça, parce que s'il avait voulu faire le saut, probablement qu'il aurait pu dans les dernières années. Mais les greffes de la NCAA direct à la Ligue nationale... moi, j'ai pas d'exemple en tête. Là, où, moi, je trouve que d'un point de vue d'embauche, c'est un pari. Ou enfin, c'est l'intuition que ça me donne. Pourquoi? Peut-être parce qu'à une époque... C'est vraiment pas la même affaire. Non, mais il y en avait moins, je pense, parce que la qualité des entraîneurs n'était pas la même. C'était très inégal, mais là, c'est de moins en moins vrai. Là, non, mais je pense que c'est pas la même réalité. Non, c'est une réalité C'est vraiment pas la même réalité, sûr. À vrai dire. Ça reste coaché de hockey, là. Je veux dire... C'est pas mal le seul... mais tu sais, coaché, on disait de Saint-Louis, quand il est arrivé des rangs Pee-Wee... Oui, ça restait coaché du hockey. À un haut niveau. Ça reste diriger une équipe de hockey d'un très haut niveau. Puis je pense que s'il y avait moins de candidats par le passé, c'est peut-être parce que justement, il y avait moins de talent d'entraîneur. Mais c'est de moins en moins le cas. Puis ça va continuer à s'améliorer, je pense. Mais c'est vrai que, disons, les dépisteurs et tout ça ont toujours eu historiquement l'impression que le vrai talent de coaching venait beaucoup de la Ligue canadienne de hockey. Puis qu'étant donné que ce sont, comme tu disais, pour donner un peu de poids à ton point, comme c'est une ligue... Je parlais pas de talent, moi, je parlais de réalité. Non, c'est ça, comme la réalité est plus proche de la Ligue nationale, il était peut-être mieux rodé pour ce type d'emploi-là, mais je suis pas sûr que ça va être vrai encore pour les années à venir. Mais c'est vrai que sinon, David Quinn, ça n'a pas super bien marché. Non. Il y en avait un, ça m'échappe, là, mais récemment, là...
Pas avec les Flyers, qui avait été embauché par... Il a fait Seattle aussi. C'était comme c'était le bout, là. C'était le bout là, du monde. C'est le bout du monde. Là. C'était l'inventeur du hockey. Mais David Carl, il était l'adjoint de Jim Montgomery à Denver. Fait que Jim Montgomery a quand même eu beaucoup de succès dans les rangs collégiaux avant de transférer, avant de faire le saut chez les Stars de Dallas. C'était quoi? C'est 2018. Donc, ça, c'est un cas où ça a bien fonctionné. T'sais. Mais si on revient à Vincent, il a un CV. Je parlais de notion de risque. La notion, une équipe qui l'embauche, la notion, on a les angles, la plupart des angles sont couverts. C'est parce que des fois, ce qui est difficile, c'est quand tu obtiens une première chance aussi ingrate que la sienne. À Columbus. Oui, l'année dernière, puis que ça se passe pas bien. Des fois, ça se peut que ça soit long avant que ton nom refasse surface. Puis peut-être, je m'avance peut-être un peu, mais peut-être que ça aide pas toujours quand tu es francophone aussi. Là, c'est pas... t'as moins de... Souvent, c'est les contacts. C'est les chums, c'est les contacts, tout ça. C'est ça, il y a moins de DG. Cela dit, lui, il n'a pas eu à passer par le Canadien pour se faire un nom puis se faire une place au soleil, là, ce qui est très bien. Avant, c'était pas mal la seule porte d'entrée. Mais ça a tellement été pas facile pour lui, en raison de circonstances, principalement l'année dernière, que tu te dis, c'est comme Dominique Ducharme, par exemple. Là. Ouais. T'sais, Dominique, il a décidé de refaire ses classes, là, puis ça s'est très mal terminé, je pense, avec des joueurs qui accusaient, Jeff Petrie qui accusait ouvertement l'équipe de manquer de structure, qui était une critique à peine voilée à son endroit et tout. Puis on dirait que ça lui a un peu collé à la peau. Là. Cette aventure-là s'est mal terminée, puis il est parti avec, j'ai l'impression, la réputation que c'est pas un entraîneur-chef de carrière. Et peut-être n'aura-t-il jamais une autre chance dans la Ligue nationale, qui sait. Intéressant. Mais je sais pas pourquoi j'ai l'impression, puis tu l'écrivais, qu'il y a plus de... Pas de clémence, mais l'épisode à Columbus de Vincent, on dirait que c'est comme plus facile à cause du contexte, là, de Babcock qui est congédié juste avant et tout. C'est quand ça. Même... Puis, c'est une équipe en reconstruction aussi. C'est une équipe où il y avait un espèce de clivage entre les vétérans puis les jeunes également. Il y avait de la grogne à l'interne qui datait même d'avant Babcock. Le leadership de Kekalainen, moi j'en ai parlé ici. Je suis pas sûr que c'était... Non, alors il y avait une certaine forme d'instabilité déjà qui existait, puis lui, il a été parachuté là-dedans, puis je pense qu'il y a bien des gens de hockey qui se projettent puis qui se disent, si j'avais été à la place de Pascal Vincent, est-ce que j'aurais fait beaucoup mieux? Vraiment, il était dans une position très, très délicate. Puis j'ai réécouté hier une entrevue que Paul Maurice nous avait donnée un matin quand les Panthers de la Floride sont venus au Centre Bell le 1er avril. Je ne l'avais pas utilisé à l'époque, là, mais j'attendais un moment peut-être pour pouvoir glisser certains des commentaires de Paul Maurice qui étaient très, très élogieux à l'endroit de Pascal Vincent, avec qui il a travaillé longtemps dans l'organisation des Jets de Winnipeg. Puis il disait, ça a été des circonstances très, très difficiles, mais il dit, ultimement, je pense que Pascal va en sortir grandi, puis que ce qu'il a appris durant cette année difficile-là à Columbus, ça va faire de lui un meilleur entraîneur, puis qu'il y a vraiment il y a vraiment des points positifs à en retirer. Alors aujourd'hui, c'est sûr qu'il est capable, ayant eu autant de succès cette année dans la Ligue américaine, il a redoré son blason très, très rapidement. Puis peut-être qu'il y a une organisation quelque part qui va faire, on est capable de voir au-delà des circonstances justement de Columbus, puis on est prêt à lui donner une deuxième chance. Cela étant dit, dans son cas, ce qui est un petit peu ironique, c'est que plus le Rocket de Laval reste en vie longtemps dans les séries éliminatoires, plus ça va être difficile pour lui de se trouver un poste en vue de la saison prochaine, parce que les équipes ne veulent pas rester. Les postes vont se combler très, très rapidement au cours peut-être des 2-3 prochaines semaines. Ce serait surprenant qu'il y en ait qui étirent ça en longueur très, très longtemps. Donc, s'il veut ne pas être au jeu de la chaise musicale, celui qui est encore debout quand la musique s'arrête. Mais il n'y aurait pas possibilité d'avoir une entente tacite, mettons, vu que là, en ce moment, il accepte de prendre les appels tant que son équipe n'est pas... après, il n'y a rien qui n'empêche ça, sauf qu'il y a quand même un engagement. Le fait qu'il ait dit
je me préparerai pas pour une longue... J'ai pas le temps de me préparer pour une longue entrevue en ce moment. Puis j'ose croire que les équipes qui pourraient être intéressées à moi vont être capables d'attendre quelques semaines. Ça se peut que ce soit pas le cas. Puis que les équipes disent, nous, notre premier choix, là, on va y aller, puis on va être... Ça se peut que la longue entrevue soit optionnelle aussi. T'sais, si tu identifies ce gars-là, je veux dire, t'es pas obligé non plus là, de... si c'est ton premier choix, je pense pas que Sullivan ait auditionné très longtemps à New York, mais on s'entend qu'il n'est pas dans les mêmes souliers. Non, mais reste que c'est ça, que c'est un peu du cas par cas. Bon, ben, j'ai comme l'impression qu'il y aura un nouvel entraîneur à Laval l'an prochain. Penses-tu? Moi, je pense pas. Non, moi, je trouve que c'est un candidat, et parce que tu l'as évoqué, il y a beaucoup, c'est ça, la demande, la demande surpasse l'offre. Ouais. Et je trouve que dans ce contexte-là, c'est un profil qui est pas risqué. Écoute, sur la logique, je suis d'accord avec toi. Ton argument se tient tout à fait, puis je te rejoins, mais j'ai quand même le timing. J'ai quand même le feeling que ce sera pas pour question cette de timing. Hein? Tout est une question de timing. Ou de feeling. C'est un ou l'autre. Mais j'allais dire, s'il fallait que Pascal Vincent ne soit l'entraîneur du Rocket seulement une année, ce serait tout à fait dans l'air du temps. Parce que, je ne sais pas si vous avez lu l'excellent Martin Leclerc. Il est bon, qui écrivait. Pas mal, non, mais j'en avais l'intuition. Planter les Capitals de Washington il n'y a pas longtemps, Martin. Puis ça regarde, enfin. C'est comme s'il y avait besoin de. Les Capitals. Vengeance. On va y venir, là. Il était peut-être pas loin de la vérité. Mais on le sentait, mais de le voir en chiffres, que dorénavant maintenant. Un entraîneur, la durée moyenne pas d'embauche, là, mais d'activité d'un entraîneur dans une équipe de la Ligue nationale de hockey, c'est moins de 2 ans. C'est 1,98. Ouais. C'est moins de 2 ans quand même. Ce qui fait en sorte, et ça on le savait, que Martin Saint-Louis fait déjà partie des doyens avec un peu plus de 3 ans. Ouais, 5e. 5e plus ancien. Et il y a les anomalies, là, Cooper, Bednar, Brind'Amour. Ça fait très longtemps. Mais donc, et ça, c'est sans commune mesure. Il y a quelques années, c'est passé du simple au double en l'espace d'une dizaine d'années. Quand on compare aussi avec les autres sports majeurs aux États-Unis, en Amérique du Nord, c'est pas ça non plus. Là, on est presque dans du simple au double aussi, là, avec le plus proche, ou enfin là où on est le moins patient avec les entraîneurs. Comment ça? Qu'est-ce qui se passe? Parce que moi, je sais ça. Et ça fait longtemps que je travaille avec Martin. Et un thème duquel on a souvent jasé, c'est celui de la stabilité, puis à quel point c'est important pour avoir du succès. Puis je pense pas que ça a changé. D'ailleurs, ces équipes-là qui changent d'entraîneur comme ils changent de chemise, parce qu'une équipe, ça s'habille, ils n'ont pas de succès? Non. La question « Comment ça? » C'est ça. Alors moi, je vous laisse avec ça. Je vais être... si vous me cherchez, je vais être au Petit Café avec Simon. On va discuter langue. On va discuter langue. Ben, quand il est question de parité dans la Ligue nationale, puis du fait que il y a des... À moins d'être une équipe qui est en reconstruction, les autres, à chaque année, tu as des équipes qui ont la possibilité d'être très, très compétitives. Peut-être qu'il y a des équipes qui se montrent impatientes parce qu'elles se disent, étant donné que c'est compliqué de changer notre effectif d'une année à l'autre, on a besoin d'avoir des preuves tangibles de notre compétitivité. Puis c'est simplement, par manque d'imagination, l'option la plus facile de dire, ça ne fonctionne pas à ce niveau-là, puis on va avoir besoin d'une autre voie. À Montréal, rappelons-nous, là, avant... Terrien a peut-être duré un peu plus longtemps sous les ordres de Bergevin, mais j'ai vraiment eu l'impression que pendant longtemps, à Montréal, c'était 3 ans, merci, bonsoir. Ouais, 3 ans, c'est bon. Pas 2. Là, on est en dessous de 2. C'est ça. Parce qu'on est en dessous de 2 dans un schéma où est-ce que tu as Bednar, Cooper qui sont là depuis presque 7-8 ans. Ça veut dire qu'à New York, Sullivan, c'est le 3e en 4 ans. Ouais. Ça n'a pas d'allure. Hein. Mais peut-être que un directeur général a un certain nombre d'embauches aussi. Tout ça, j'imagine, part de la pression que tu ressens en tant que gestionnaire. Fait que, alors, si tu as un propriétaire qui est moins patient, comme peut-être Dolan à New York, ça se peut. C'est sûr que ça joue. C'est sûr que tu dois avoir tendance à tirer un peu plus vite sur la gâchette.
ça dépend où ton équipe en est rendue aussi. Là, c'est plus facile de garder un entraîneur quand tu te dis, bon, il amorce la reconstruction, puis on sait que ça va être long, puis il va les accompagner, puis il va grandir avec eux. Donc, il n'y a personne qui s'attend à ce qu'il soit congédié dans les 2 ou 3 premières années. C'était le cas pour Saint-Louis, c'est le cas pour Tourigny aussi. Mais j'imagine que c'est ça, tu as un certain nombre d'embauches dans ta d'espérance de vie. Là. Ton espérance de vie en tant que DG se compte aussi par embauche d'entraîneur. Là. Des fois, c'est ton dernier recours. Drury avait plus de cartouches que la moyenne parce qu'il est encore là, puis il est déjà à 4 cartouches. Des fois, tu as peut-être... 3, excuse. Pour sauver ta peau, tu as l'impression que c'est peut-être l'électrochoc que ça prend, là, j'imagine. Alors, on peut penser que ça découle d'une culture organisationnelle, d'un désir de succès rapide non comblé, parce que, comme tu le disais, c'est souvent des équipes qui n'ont pas de succès, forcément, qui se lancent dans un roulement. Alors, est-ce que ça descend du propriétaire au directeur général à l'entraîneur? Possible, mais sans avoir réfléchi profondément ou abondamment à la question, c'est quand même difficile d'arriver avec les non, ben causes. Évidemment, je cherche pas la vérité. Là, ben, moi, je reviens à mon point initial du fait que quand le roulement est tel que les candidats de qualité sont difficiles à trouver, j'ai l'impression que des fois, il y a des entraîneurs, il y a des organisations qui vont dire, ben, on va procéder à un changement, puis on va essayer quelque chose. Mais ça des fois, ça marche, puis des fois, ça marche pas. Effectivement. Ben oui, mais il faut que pour que tu embauches un entraîneur puis tu dises OK, c'est notre homme, ça pourrait prendre du temps, on accepte que ça va prendre du temps, mais on va instaurer une ère de stabilité. Un peu le message qui a été lancé par le Canadien quand ils ont embauché Martin Saint-Louis, par exemple. Ça il faut se sentir en confiance par rapport à son choix. Puis si les candidats on essaie des trucs, puis on verra si ça va fonctionner ou non. Il n'y a pas ce climat-là de dire on a une pleine confiance dans notre nouvel homme, puis on sait que ça va durer longtemps. Alors, tout le monde marche sur des œufs. Puis un des points que Martin faisait valoir dans son article, c'est que c'est un frein à l'innovation également. Le fait que, étant donné que les entraîneurs savent qu'ils marchent, qu'ils ont une durée de vie professionnelle qui est assez limitée, ben c'est pas le temps de rentrer dans des grands chantiers puis dire on va essayer des nouvelles affaires, on va sortir des systèmes qui sont déjà acquis puis on va essayer finalement de protéger notre peau. Alors, il y a une espèce de culture de la médiocrité puis c'est un cercle vicieux. Du convenu. Oui, ouais, absolument. C'est ça. Est-ce qu'il n'y aurait pas, enfin, moi je pense qu'il y a un peu de ça. Ouais. Disons pas la plus grande. Non, mais je vais y arriver. On donne beaucoup des postes de dirigeants. Alex, on en a déjà parlé, en coulisses, mais on confie des entreprises multimillionnaires, on confie la gestion de ces entreprises-là à des gens qui, pour l'essentiel, ont très, très peu d'expérience de gestion. Ça, il y a des exceptions. Ben, là, je parle, c'est souvent des anciens joueurs qui deviennent DG. Il y a des exceptions, là. Il y en a qui s'en tirent mieux que d'autres. Mais on prend l'exemple de Chris Drury, là. Je veux dire, Chris Drury, là, on commence à avoir quelques prises contre lui, là. Il n'y a pas un peu de ça aussi? C'est qu'on place des gens en situation de direction qui n'ont peut-être pas le bagage pour s'occuper de structures de cette ampleur-là? Il y a et c'est peut-être un cercle qui commence à se briser parce qu'on voit de plus en plus des gens comme Zito, Hughes, Brisebois. Ce qui est étonnant, c'est que justement, vu qu'il y a de plus en plus de reconstruction dans cette ligue-là, il devrait y avoir plus de patience aussi, ce qui est pas nécessairement le cas partout. À Seattle, par exemple, on recommence très rapidement, alors que c'est sûr que si tu regardes ça froidement, il n'y a personne qui s'attendait à ce que cette équipe-là... C'est pas étonnant les résultats qu'elle connaît, là. Alors pourquoi se dire ah ben là, on participe pas aux séries, on va recommencer, on change d'entraîneur. Peut-être qu'il y a plus que ça, là. Des fois, il peut y avoir une différence philosophique ou peu importe, mais le fait qu'on demande de plus en plus de patience des partisans dans cette ligue-là, parce qu'il y a beaucoup d'équipes qui recommencent puis qui sont en reconstruction, devrait aller de pair avec un petit peu plus de stabilité, je pense, pour les entraîneurs, parce que normalement, les entraîneurs sont congédiés quand il y a un manque de résultats, sauf qu'on devrait s'attendre à un manque de résultats dans bien des cas.
Donc ça, moi, ce sont peut-être les congédiements qui me surprennent le plus, comme Luke Richardson à Chicago. C'était lui que je pensais. Je n'étais pas là, puis je la couvre pas l'équipe au quotidien. Donc, est-ce qu'il y avait des trucs sous-jacents? Est-ce qu'il y a autre chose? C'est bien possible. Mais quand tu regardes ça froidement, voyons, il n'a pas fait 2 ans. Je pense qu'il n'a pas... Ou il s'est rendu peut-être à 2 ans tout juste. Mais je pense même pas. Je pense qu'il a fait 1 an et demi, là, vite comme ça. Peut-être parce que ça marchait pas avec Bédard. C'est ridicule. Là. C'est une organisation qui est à terre, qui est à plat, qui n'a plus rien. Ça a été la politique de la terre brûlée. On échangeait des joueurs de 22 ans, 21 ans, alors qu'on était en pleine reconstruction. Des hauts choix au repêchage de 21 ans qui n'ont pas eu le temps de s'exprimer encore. Puis on laisse même pas 2 ans d'expérience de rampe de lancement à un entraîneur qu'on disait justement sur la pente ascendante, apprécier des joueurs et tout. Tu sais, ça, moi, je considère qu'effectivement, c'est un manque de vision. Ça témoigne pas d'une grande qualité de gestion, à moins qu'il y ait des choses dont on n'était pas au courant. Il faut toujours penser à ça, là, qu'on sait pas tout. Mais ce sont tous ces exemples-là que je trouve étonnants. On demande de plus en plus de patience de la base de partisans et tout. Et il semble que il devrait y avoir son corollaire, c'est-à-dire être plus patient avec les entraîneurs aussi, mais c'est pas le cas. Je ne sais pas si c'est une tendance, si ça va... J'ai de la difficulté à imaginer que ça va empirer. Ça peut difficilement être plus court que ce que c'est là. C'est ça. À chaque année. Ouais, ça. Moi, je dirais, nouvelle année, nouvel entraîneur. 5 équipes du Canada, de l'océan Atlantique à l'océan Pacifique, vont se battre pour le Saint Graal du hockey. En provenance de la nouvelle maison de Radio-Canada à Montréal, c'est tellement hockey, des séries de détails. OK. Toronto, Floride? Toronto. Je pense, hein? Avec laquelle Toronto, Floride. Commençons là. Non, mais il n'y a pas d'autre façon de commencer. Là, je vous écoutais l'autre fois, puis c'était l'année de Toronto, point d'interrogation. Les choses ont changé rapidement. Ça, c'est le titre. Comme on dit, ça, c'est le titre. jinxé. On dit ça en français. Ils sont capables de Ils sont capables de faire ça. Faire ça comme des grands. Mais là, ils menaient 2-0 dans leur série, là, quand même. C'est impressionnant. Mais là, c'est les Panthers de la Floride. Là. Oui. Qui ne vont pas disparaître tranquillement dans la nuit. Comme non, mais moi, je s'en vais en 7 matchs, ça, là. Ben, ce serait mon impression aussi. La plus grande inquiétude, année après année, moi, je trouve que William Nylander, c'est le meilleur joueur de cette équipe-là, honnêtement. Je pense que... Puis il n'est pas du tout reconnu comme tel, là, mais... Et puis il le prouve en séries éliminatoires. Cette pression-là torontoise semble lui glisser sur le dos comme de l'eau sur celui d'un canard. On dirait que ça le... Peut-être même que ça le... C'est plus que ça. Mais tu sais, quand lui donne du Craig Berube disait moi, avec Nylander, c'est pas compliqué, il veut pas que j'y parle. Fait que je le laisse tranquille, puis ça se passe bien. En gros, ça t'inspire, ça. C'est ça, ouais. C'est pas tranquille, là, je vais faire mes affaires. Je le coach pas, puis ça donne ce que ça donne. Ce qui est inquiétant, c'est le rendement d'Austin Matthews quand même. Même s'il y a 1 point par match actuellement, il y a 3 buts à ses 20 derniers matchs de séries éliminatoires. C'est peu, là. C'est un rendement de 12 sur une saison complète. On s'entend qu'on n'est pas tout à fait La qualité de ses là. tirs n'est pas la même que d'habitude. Là. Puis Nick, j'allais dire Nick Kyrgios, mais ça, c'est dans un autre sport. Nick Kyrgios a été quand même assez virulent à son égard en disant qu'il n'y avait pas l'intelligence émotionnelle de cette période de l'année. Voulant dire qu'il était ça, pas... Ça, c'est dur, ça. C'était quand même des propos assez... assez difficiles à entendre. Je m'excuse, Matthews. Ce printemps, là, il est pas méconnaissable, mais il n'est pas le même, disons ça comme ça. Mais c'était un joueur d'élite les derniers printemps qu'on a vus. Là. C'était pas lui le problème. Là. Ben, bon, mais peut-être jamais autant que ce qu'il est en saison. Puis, c'est ça, Kyrgios disait que ce soit un match du 17 décembre ou le 4e match de la série de 2e tour contre les Panthers, on voit pas de différence dans sa façon de jouer. T'sais. C'est pas un compliment. Puis, c'est quand même assez dur, mais force est de constater qu'en ce moment, tu t'attends à ce que ce gars-là fasse la différence dans un match éventuellement. Puis on en parlait la semaine passée, je disais, ça va arriver. Mais c'est pas arrivé encore. Exact. Donc ça, je pense que c'est vraiment... c'est vraiment... ce qui bloque, ce qui plombe, ce qui empêche les Leafs dans cette série-là de passer à l'étape supérieure.
C'est la deuxième fois qu'il est au deuxième tour dans sa carrière. Il a joué 9 matchs dans ces circonstances-là, tous contre les Panthers. Il n'a pas marqué encore. Donc voilà, j'ai l'impression que ça, parce que c'est une équipe qui, vous en avez parlé, qui est plus solide défensivement, qui a une meilleure structure, qui a quand même changé son approche un peu sous Craig Berube. Puis pourtant, Matthews, c'est un très bon joueur défensif. C'est un des attaquants qui bloque le plus de tirs. Son jeu d'ensemble est rendu vraiment poli impeccable. Au bout, impeccable. C'est un des attaquants qui bloque le plus de tirs dans la Ligue nationale. Oui. Puis, tu sais, le jeu, en termes, les indicateurs de possession de rondelles sont très, très avantageux, très favorables à Matthews et son trio quand il est sur la glace, encore durant les séries éliminatoires. Il remporte ses mises en jeu. Ses mandats défensifs, il les remplit à merveille. Mm-hmm. Il y a beaucoup de belles choses dans son jeu. C'est juste que il se définit d'abord et avant tout comme étant un marqueur de but. C'est un gars qui a frôlé les 70 buts. Il est payé en conséquence. Et puis, évidemment, c'est toujours plate de ramener le salaire parce que c'est un peu... c'est un peu un réflexe simpliste là, que de dire « Oh, mais là, au prix qu'il gagne, devrait faire... » Mais il y a un peu de ça aussi. T'aimes pas ça, cet argument-là? Je trouve que c'est... Parce que Matthews, on veut qu'il soit plus proche du gagnant du trophée Maurice Richard que du gagnant du trophée Selke. On s'entend. Assurément, c'est sûr. Puis c'est bien là, ce qu'il fait défensivement, puis on l'a vu aux 4 Nations. Mm-hmm. Il a été presque impeccable, sauf malheureusement sur le but gagnant en prolongation. Mais... c'est parce que tu vois, David Kampf, qui est parfois laissé de côté par les Maple Leafs, est plus proche de pouvoir faire ce que Matthews fait défensivement que ce qu'il est capable de faire offensivement. Je pense qu'on peut dire ça. Oui. Alors, je pense que là, il faut aussi que tu puisses attendre de ton attaquant élite qui te livre la marchandise là où tu l'attends le plus. Puis c'est ça le problème avec Matthews, c'est que d'une année à l'autre, même si il n'élève peut-être pas son jeu d'un cran, mais son niveau de base est quand même assez élevé. Ouais. Mais sauf que si tu n'élèves pas ton jeu puis ton standard par rapport à la saison régulière, les équipes qui gagnent élèvent toujours leur jeu. T'sais. C'est pas nécessairement c'est pas la meilleure équipe de la saison régulière qui va gagner, c'est rarement le cas. Mais c'est le problème de Matthews, on le reproche la même chose à Marner aussi, c'est le problème des Maple Leafs puis de ce noyau-là depuis tellement d'années. Nylander, jusqu'à un certain point, s'en sauve. Puis je pense qu'il est... à juste titre. Oui. Mais puis tu dis que c'est le problème des Leafs. Tu as raison. J'ai l'impression que cette année, la seule affaire qui manque, c'est Matthews. Ouais. Parce que Marner joue bien. Ce qu'on reproche à Matthews cette année, c'est ce le que Marner c'est le bonnet de Marner des dernières années. C'est le même bonnet. C'est les critiques qu'il essuie depuis le début de sa carrière, honnêtement. Mais tu sais, ça prend pas nécessairement une séquence à la Rantanen, mais ça prend ton meilleur joueur qui fait la différence dans un moment clé. Et puis, c'est pour ça que les 2 ou 3 prochains matchs de cette série-là vont être extrêmement intéressants parce que, on l'a dit souvent, mais sont-ils à la croisée des chemins, les Maple Leafs? Avec la fin des contrats de Tavares et Marner, on peut penser que c'est peut-être plus le cas que ce l'était avant. Ouais. Mais j'ai l'impression que ce sont des matchs qui vont être extrêmement important pour définir ce qui va se passer à Toronto et puis l'identité de ce que peut être Auston Matthews. Je pense que l'autre truc aussi qu'il faut quand même, à sa décharge, là, il a été ennuyé par des maux de dos durant la majorité de la saison. Il a raté quand même pas mal de temps. À l'heure actuelle, il rate des entraînements matinaux également pour subir des traitements. On devine qu'il n'est pas à 100%, donc il pourrait y avoir non seulement des relents de sa blessure au dos, mais il y a peut-être autre chose. La main, le poignet, c'est possible. Sait-on jamais. Mais c'est sûr que son impact offensif, puis au niveau de son lancer, entre autres, qui est vraiment, c'est la dimension qui en fait un attaquant élite, c'est pas au rendez-vous en ce moment. C'est difficile d'imaginer qu'il n'y a pas autre chose. Que c'est simplement une question... d'intelligence émotionnelle. Non, je suis d'accord. Je trouvais ça vraiment... J'ai soulevé ces propos-là parce que je les trouvais percutants. C'est intéressant. Et ça démontre ce qui se dit aussi là, à Toronto, puis ce qu'on en pense, mais très possible que ça aille plus loin que ça, effectivement. Maintenant, je disais d'entrée de jeu, ça reste que c'est les Panthers de la Floride. C'est pas un client facile. Est-ce que c'est la série la plus salaud qu'on a sous les yeux? Pas mal de coups. Quand tu penses à en dessous Bennett de la sur Stolarz, Domi ça sur commence à il y en a quelques-uns, là. Ouais.
Mais en même temps, les Panthers de la Floride sont capables de jouer cochon. Ah oui. Ils initient le contact. Ils l'ont fait. C'est une équipe qui va... non seulement ils peuvent te battre avec leurs habiletés, mais très souvent, après le coup de sifflet, ça va être un attroupement, puis il y a un jeu d'intimidation, puis eux, ils vont initier ça parce que c'est une guerre de tranchées, puis tu le gagnes un petit peu, tu gagnes du terrain pouce par pouce. Scrum par scrum, tu finis par entrer dans la tête de ton adversaire puis le décourager un petit peu. Alors, des fois, c'est bon que d'autres équipes, les autres équipes se disent, c'est nous qui allons provoquer des attroupements au sifflet. On n'attendra même pas qu'eux le fassent, on va aller dans leur face. Et ils sont très dérangeants par rapport à ça. C'est une équipe qui est lourde, c'est une équipe qui frappe fort, qui est en échec avant constamment. Alors, puis les Maple Leafs sont capables de répliquer, mais c'est pas dans leur ADN. Donc, il y a aussi un choc des styles. C'est pas tout le monde. Ça l'est plus, ou du moins on pensait que ça l'était plus, avec les Tanev, Carlo et compagnie. Les Panthers contre le Lightning, ça a aussi été la série probablement la plus cochonne, là, si on peut dire. Le coup d'Eagle sur Barkov avec Blad après en réplique. Donc, c'est ça, les Panthers de la Floride. Oui, puis c'est ça qu'on aime. La Coupe Stanley. C'est ça qu'on aime, c'est ça qu'on veut. Ouais, c'est ça. C'est comme ça que ça devrait être. C'est l'équipe qui a le plus le coude dans... c'est ça que ça devrait être. Les Leafs doivent juste se dire, si on veut gagner la Coupe Stanley, il va falloir les sortir. Ça passe par là. La route vers la Coupe Stanley s'arrête à Sunrise, passe par Sunrise, puis c'est à nous de le faire. Puis là, c'est 2-2. Ils ont l'avantage de la glace. C'est un 2-3 qui commence à la maison. Ils auraient payé cher, je pense, pour se retrouver dans cette situation-là avant le début de la saison. Là, on va être au deuxième tour à égalité contre les champions en titre de la Coupe Stanley. Let's go, ça commence chez nous. Ouais. C'est quand même c'est déjà... C'est encore ça. Puis la dernière fois qu'ils ont affronté, ils se sont fait lessiver. Ils n'étaient pas dans le coup du tout. Là. On a perdu en 5, mais c'était 3-0. Très rapidement, on a su que ça se passerait pas. Là, c'est une série âprement disputée. Ouais. Puis jusqu'au dernier match où ils ont été vraiment plus muselés, dans le troisième, c'était serré, puis on était en prolongation, puis les Leafs auraient bien pu prendre l'avance 3-0. Donc, ils sont là, ils sont vraiment pas loin. Vont-ils être capables de franchir le dernier obstacle? Là? C'est ça. Les Leafs ont marqué 13 buts dans les 3 premiers matchs de la série. Ont bénéficié d'un Sergei Bobrovsky un peu chancelant. Ouais. Vraiment pas. C'est pas des séries éliminatoires de gardiens, là. De manière générale, quand tu regardes là, fou, d'une série à l'autre. Il y a plusieurs cas où c'est un peu chambranlant, mais il a été dominant. Sauf Anderson, c'est à peu près le seul. Oui. Ben, même Logan Thompson a réussi, somme toute, à tirer son épingle du jeu, mais tu sais, on regardait, je sais que on le regardait tous les deux, le match de Edmonton hier, puis Aiden Hill, c'est pas facile en ce moment, mais on y reviendra. Puis Edmonton, c'est pas un problème. Ça n'a jamais été un problème. Ça n'a jamais été un problème. Mais oui, on va y arriver, mais bon, c'est ça. Mais Bobrovsky, qui retrouve sa forme des beaux jours pour le 4e match, ça devait être le signal de ce qui s'en vient pour la suite. C'est mauvaise nouvelle pour les Maple Leafs. OK, mais je cabotinais, évidemment, là, quand je disais c'est ça qu'on veut. C'est comme ça que ça devrait être. Les séries de la Coupe Stanley, c'est à grands coups de coude d'en face, puis c'est normal, puis c'est comme ça. J'étais pas sérieux quand je disais ça. Non, on le sait. Non, mais je pense que pas là-dessus. Toi, t'aimes ça du hockey propre, toi. Non, mais il y a des limites, tu sais. Puis moi, le premier, il y a des limites, mais on les trace où on veut, parce que la limite d'aujourd'hui, c'est pas la limite d'il y a 20 ans non plus, là. D'accord. Mais c'est le problème, enfin, un des problèmes, c'est que cette limite-là... Elle change constamment. Mais au-delà de ça, moi, je vous parlerai pas du travail des arbitres. Je vous dirais, ça serait pas une mauvaise affaire que les Panthers soient éliminés, ne serait-ce que pour, comme tuer ça dans l'œuf. Pas tuer ça dans l'œuf, mais c'est pas supposé d'être ça. Vegas et Edmonton en font une démonstration de jeu robuste en ce moment, puis ça dépasse pas trop les bornes. Des coups de hockey d'en face. T'as pas de coup salaud, t'as pas de double échec d'en face. Ah oui, c'est vrai, c'est Nicolas Roy qui a fait un double échec d'en face. C'est l'exception qui confirme la règle. Il va toujours en avoir. Ah oui, mais là, c'est parce qu'il y en a beaucoup. La première période d'Edmonton, Vegas hier, c'était un bon exemple d'une série extrêmement robuste qui est demeurée dans l'acceptable, je pense. Donc, personne n'a dépassé les bornes, mais Dieu du ciel que ça frappait, là, c'était incroyable, ça jouait au domino. Donc, c'est possible d'avoir... Mais ça, je pense qu'on est tous
partisan de cette façon de jouer en séries éliminatoires parce que ça... Non, puis moi, je m'émeus pas. Le premier, quand Brenton Gallagher a reçu son double échec en plein visage au match numéro 1 ou numéro 2, tu sais, je trouvais ça normal, entre guillemets. Je pense l'avoir dit ici. Mais c'est parce que là, ça devient une marque de commerce là, du côté des Panthers. Je pense que c'est la même chose. Oui, les Panthers. Ouais, mais regarde, rappelle-toi aussi, il y en a reçu, il y a quelques années, Brendan Gallagher en avait reçu un double échec de Matt Niskanen des Flyers de Philadelphie. Tu sais, c'est pas seulement les Panthers de la Floride. Puis si tu dis, vivement qu'ils soient éliminés pour qu'on passe à un autre appel, je m'excuse, mais quand ce sera plus les Panthers, ça va être une autre équipe parce que c'est ce type de hockey-là, jusqu'à un certain point, a fait ses preuves. Puis moi, je vais venir à leur défense en te disant que c'est quand même pas les Broad Street Bullies non plus. Non, je sais. Mais c'était un peu ça. Oui. Non, je sais que c'est pas... C'est mieux. Sauf qu'en série... Mais c'est un peu ça. L'intimidation. C'est la version 2025 de ça, un peu. Ben oui, mais c'est ça. C'est pas mal moins intense que ce que c'était. C'est très... ça se bat plus. Là. Il n'y en a pas de bataille, là, pratiquement. Il y en a eu une hier, là, mais... En tout cas, ça va toujours revenir, ça, parce que, comme Marc-Antoine a dit, ça a fait ses preuves, ça intimide, ça dérange, c'est fatigant de jouer contre une équipe comme celle-là, c'est épuisant. Puis, cela étant dit, Max Domi, à la suite de son coup dangereux à l'endroit de Barkov, a simplement été mis à l'amende au lieu d'être suspendu. Si tu veux tracer la ligne à quelque part puis dire au-delà d'un tel niveau de cochonceté. De barbarie. De barbarie, on ne va pas là. Ben, peut-être que les sanctions sur des coups comme ceux-là pourraient être un peu plus sévères qu'elles le sont, mais écoute, ça a l'air que 5 000 $, c'est le maximum selon la convention collective. Fait que, moi, j'ai lu, c'est de la petite monnaie pour les... Mais non, 5 000 $, c'est 5 000 $ net. Je pense que... OK. On va de l'autre côté, on va rester dans l'Est. Capitals contre les Hurricanes. C'est ça, là. C'est comme si... C'est comme les Capitals sont comme dans le rôle inverse de la première ronde. De leur première ronde. Et ça ressemble à ça. Et là, dans un déficit de 3-1, ça pourrait être le même résultat aussi. Là. Ouais, c'est un beau travail de démolition là, des Hurricanes, honnêtement. Tu sens que les Caps s'étouffent. Ils n'ont pas vraiment d'air pour respirer. Puis ça fait du hockey plate, mais ça fait du hockey efficace. Puis voilà les Canes maintenant en avance 3-1. Je les avais choisis en 5, je sais pas, peut-être en 6, je ne sais plus. Alors, mais je peux pas dire que je suis très surpris. Où est-ce que tu as fait ça, des prédictions? Pas ici. Non, pas ici. Tu as fait des prédictions? Effectivement. Oui, il y en a comme un petit groupe sur Facebook. Là. Tout le monde s'envoie ses prédictions. C'est des groupes Facebook. Tout le monde s'envoie ses prédictions, mais je les rends pas publiques. Là. OK, mais tu en parles ici. Pas avec ça. Mais tu en parles ici. Ben, quand ça me sert. Quand ça devrait toujours être ça, des prédictions. J'ai fait des prédictions, elles sont dans une voûte cachée. Je vais sortir celle. Puis quand j'ai raison, je vais dire que ma préscience. D'accord. Exact. Je l'avais dit. Donc, mais tu vois, j'avais dit Vegas en 6, là, donc je suis pas là non plus. Mais bref, tout ça pour dire, les Hurricanes, moi, je les vois vraiment comme des sérieux aspirants à la Coupe Stanley. Ah ouais? Ouais, je pense qu'ils... Non, mais à chaque année, par le passé, on disait, ça manque de... Ils n'arrivent pas à marquer assez de buts. Je pense que c'est pour ça qu'ils étaient allés chercher Rantanen à la base aussi. Là. C'est que ça leur prenait un marqueur d'élite pour venir compléter tout ça. Ça semble être difficile de s'épanouir dans ce format-là quand tu es un marqueur d'élite comme Rantanen qui, lui, n'a rien voulu savoir, de rester là plus longtemps. Jack Gensel n'est pas resté là non plus? Non. L'année d'avant? Non, effectivement. Il a hésité plus, je pense. Ouais. Mais quand même. Et là, ils réussissent à marquer des buts. Svechnikov en a 7, je pense. Sébastien Aho est toujours égal à lui-même. Série, saison. C'est un gars d'un point par match à peu près. Très efficace défensivement. Seth Jarvis a égalé hier un record d'équipe qui appartient autant aux Hurricanes qu'aux Whalers de Hartford pour le nombre de points en série pour un joueur de 23 ans ou moins. Donc, depuis le début de sa carrière, genre? C'est ça. Okay. Fait que là, il a rejoint Aho, puis donc il devrait le passer imminemment. Lui, même malgré son petit gabarit, c'est vraiment un bon joueur de séries éliminatoires, extrêmement complet. Mais quand tu parles d'un travail de démolition, les Hurricanes sont tellement systématiques à 5 contre 5. C'est une équipe qui est dominante. C'est une équipe qui est dominante en infériorité numérique, puis à la maison aussi. Il n'y a pas une équipe de la Ligue qui a récolté plus de victoires à domicile que les Hurricanes cette année. Puis je pense qu'ils n'ont pas perdu encore un match à la maison depuis le début des séries.
c'est ça. Ça rend les choses d'autant plus compliquées pour les Capitals qui, en ce moment, ont l'air un peu à court de solutions. Puis on dit toujours c'est une équipe qui choke là, en série. Là, Les Hurricanes, oui. Mais c'est pas tant vrai. Là. S'ils se qualifient, ils sont bien partis. Ils se qualifient pour la finale de l'Est. Ça va être une 3e finale en 7 ans. Là. Oui, mais ils ne gagnent pas la Coupe Stanley. Ils choquent rendus là. Ouais. Moi, je les ai jamais vus comme des favoris. Là. Ils étaient dans le groupe, mais t'en avais toujours quelques-unes qui... Tampa Bay ou la Floride, Vegas, Dallas, Colorado. On les voyait toujours avant, là, puis c'est ça qui s'est passé. C'est difficile de dire qu'ils vont se rendre jusqu'au bout quand tu regardes ça. C'est comme s'il leur manquait toujours un petit quelque chose, mais... À voir comment ça se déroule cette année, je serais pas surpris non plus. Ça se peut-tu que cette année, ils aient un peu plus de régularité devant le filet aussi? C'est-à-dire que Frederik Andersen, un peu à l'image d'Austin Matthews, mais devant le filet, a un certain standard en saison régulière quand il joue. C'est ça. Il n'est pas blessé. Il faut qu'il joue. Mais est-ce qu'il demeure fidèle à lui-même puis il élève pas nécessairement son jeu, tandis que là, en ce moment, il est vraiment dans... Il joue du hockey exceptionnel. Ouais, vraiment. Fait que le fait d'avoir un gardien dominant, pour eux, c'est la clé dans tout ça, parce que le reste du système est fait en sorte que ils vont dominer aux chances de marquer, ils vont dominer au volume des tentatives de tir, mais il faut que ton gardien fasse les arrêts, puis en ce moment, Anderson les fait. Une stats complètement folle dans leur cas, c'est que, bon, là, s'ils se qualifient pour la demi-finale, ça va être la 4e fois depuis qu'ils ont remporté la Coupe Stanley. Donc, c'est arrivé en 2009 et les 2 fois plus récentes avec Rod Brind'Amour. Et dans ces 3 voyages en demi-finale, ils sont 0-12. Ah ouais. Ils sont fait balayer à chaque fois. Es-tu sérieux? Oui. Donc, ils n'ont pas remporté un seul match en finale d'association à leurs 3 dernières présences. 3 depuis... Il y en a une en 2009, là. Ils s'étaient fait balayer par les Pingouins. Mais les 2 fois précédentes aussi avec Brind'Amour en 2019 et 2023. Bon, c'est des bonnes nouvelles pour les Leafs. S'ils passent. C'est ça. Allons dans l'Ouest? Hein? OK. On va faire Oilers Vegas, puis on va se garder le printemps de Mikko pour... le printemps de Mikko. Pour la cerise sur ce Sunday. Moi, je suis très impressionné de la façon dont les choses ont changé cette semaine par rapport à Stuart Skinner. Je dis par rapport à lui. Tu sais, je veux dire, après le match c'était samedi, c'était comme une caricature un peu de la situation là-bas. Et là, qui blanchissent Vegas hier, c'est ça. J'étais convaincu là, que ça venait d'être un moment pivot samedi dernier, surtout de la façon dont ça s'est fait. Bon, les gens diront c'est pas tant de sa faute en prolongation, mais reste que c'était vraiment pas convaincant pendant le match. Là. Les Oilers n'avaient pas pris les devants 2-0 dans ce match-là samedi. Oui, ils menaient 2-0 rapidement en première période, mais Vegas est revenu tout aussi rapidement. C'est ça. Et j'imagine, enfin, je sais pas jusqu'à quel point là ça fait du bien ça aère les esprits dans le vestiaire qu'ils aient réussi à blanchir Vegas hier. Moi, ça me fait penser à la chanson With a Little Help from My Friends. Ah! Ils se sont ralliés derrière lui. Écoute, en ce moment, évidemment, Calvin Pickard s'est blessé quand il y a eu... quand Thomas Hertel est tombé sur sa jambe. Il a réussi à terminer... là, on était, quoi? C'était le 3e match de la série? Deuxième. Et oui, c'est ça. Puis, malgré tout, même s'il a donné un but dans les secondes suivantes, il a réussi à terminer la rencontre. Mais là, sachant qu'il faut se retourner vers Skinner, on dirait que les Oilers au complet se sont ralliés autour de lui. Mais moi, je trouve que c'est la démonstration de force hier. Tu sais, la première période du match d'hier, c'est la meilleure période de hockey qu'on a vue en série depuis le début. C'est incroyable. Ça revolait de partout, c'était spectaculaire. Et on se textait, là, on était enthousiastes. Oh, oui. Les gars! On fait ça des fois. On fait pas juste bitcher. on s'aime pareil. Et puis, à compter du début de la deuxième période, c'est comme si les Oilers ont fait « Hey, les boys, là, vous rentrerez pas dans ce match-là. » Et puis, il y a eu comme une espèce de dégonflement. Les Golden Knights ont essayé, mais ça avait rien de convaincant. J'ai l'impression que dans les deuxième, troisième périodes, les Oilers ont été en contrôle et n'ont jamais été inquiétés. Alors, puis ça, c'est
c'est de bon augure pour les Oilers parce qu'il leur avait manqué ce sentiment d'urgence-là dans le troisième match, mais là, ils sont allés le rechercher, puis ils peuvent vraiment, ils sont en position vraiment d'achever les Golden Knights, qui, eux, sont dans les câbles, puis tu as l'impression que ça va vraiment leur prendre une étincelle pour pouvoir se sortir de là, parce que ce qu'on a vu d'eux hier, c'était nettement insuffisant pour qu'ils puissent remporter cette série-là, peu importe que ce soit Skinner ou le bonhomme Carnaval qui se retrouve devant le filet des Oilers. Moi, je pensais que les Oilers perdraient au premier tour cette année. Ah oui? Les Kings avaient une formation plus complète, si plus aguerrie. C'était dans la voute. De tes prédictions mystères. C'était LA. 7 peut-être, avais-je dit, mais j'avais pris LA. Et... J'aime ça que tu fasses des prédictions, que tu nous en parles pas, puis que finalement tu fasses tout un épisode pas là-dessus. Vous dire quand je me trompe, là. Mais oui, on le voit. Tu fais tout un épisode là-dessus. T'en as pas parlé depuis le début des séries, puis là, on apprend... Il y avait Golden Seals en 7 aussi, mais ça va attendre. Il garde en réserve. OK. J'avais Pape en 4 aussi, puis ça, je l'ai eu. Tu l'as eu. C'est bon, ça. 4e tour. Hein? C'est bon, ça. Pas de fumée, ça. Disais-je, je pensais que les Oilers étaient dans le trouble, honnêtement. Et la performance d'hier, c'est peut-être le meilleur match. Mais moi, je pensais qu'il était dans le trouble cette édition-là jouée. Après le match de samedi, je pensais qu'il était dans le trouble. J'avais dit, j'étais pas mal sûr. Ah non, à 2-1? Non, mais là, ça allait recommencer. Skinner, ça allait pourrir l'ambiance. Il n'était pas encore dans le trouble. Tu regardes pas encore dans le trouble parce que... non, je veux pas dire que c'était visible, mais j'avais un mauvais pressentiment. D'accord. Mais hier, c'est peut-être, pour me reprendre, là, le plus beau match de hockey, le plus complet, le plus abouti que j'ai vu cette équipe-là jouer. Godin a 100% raison. On n'a jamais pensé en deuxième et en troisième période que les Golden Knights étaient en mesure de revenir dans ce match-là. Ils ont limité à 7 chances de marquer pendant toute la rencontre. Il ne faut pas oublier que Mathias Ekholm ne joue pas. Exact. C'est leur meilleur défenseur défensif. Hier, ils ont rentré Troy Stetcher dans la formation pour un premier match en séries éliminatoires. Ça n'a pas paru. Ils ont équilibré leur duo. Tout le monde est 3 défenseurs qui jouent 22 minutes et plus, et 3 autres qui jouent entre 15 et 12. C'est quand même remarquable là, de réussir à faire ça. Et dans les 3 défenseurs qui jouent 22 minutes et plus, il y a Brett Kulak qui est très bien. Ils ont perdu Lane Hudson pour ça, donc il faut bien que Brett Kulak leur donne quelque chose. Hein? Si on revisite cet échange-là, il y a des gens qui nous en reparlent souvent de ces échanges-là. Oui, exact. Oui, parce que... Il est Lane, il joue pas. Il est où Lane en ce moment? Je vais te le dire, il est invisible. Il est invisible, on le voit pas. Il n'a peut-être pas l'intelligence émotionnelle pour ce temps-ci pour cette période de l'année. Alors, très impressionné par les Oilers. En même temps, un peu déçu des Golden Knights. Là, Jack Eichel, je trouve phénoménal, honnêtement. C'est un joueur de hockey exceptionnel. Mark Stone, qui doit encore être blessé, j'imagine, parce qu'il est tout le temps lui aussi. C'est difficile. Mais là, il vient de ralentir. Ouais. Et Alex Pietrangelo aussi. Ce sont de vieux monsieur. Ben, ce sont des messieurs qui me semblent avoir été rattrapés par l'usure et l'âge présentement. Tu sais, Pietrangelo, 35 ans, je pense. Mark Stone doit plus avoir comme 33. Ouais, mais il est magané, là, Mark. Là. C'est ça, c'est un vieux 33. C'est un 33 usé. C'est un 33 tours. Il est tout scratché. En fait, c'est sa fête aujourd'hui. 33 ans. 33 c'est incroyable. Bonne fête, on a dit 32-33. Hier, c'était 32. Aujourd'hui, c'est 33. C'est exactement ça. Les gars connaissent ça. Là. C'est exactement. Ça peut pas être plus précis. Et donc... Les gars connaissent le hockey des bigs. Certains plus que d'autres. Oui. Ah oui, puis on se le fait rappeler souvent. Ouais. Mais j'ai eu cette petite impression-là que Vegas, c'était peut-être un peu comme la vieille jument. Qu'est-ce qu'a fait la vieille jument? Pas ce qu'elle a déjà été. Non, exact. Ça, c'est une expression qui revient de temps à autre au balado. Alors, attendons-nous à peut-être un nouveau coach, on change tous les joueurs. Butch Cassidy, Sundance Kid. Mitch Marner. Mettons qu'ils oui, moi je les verrais. Les gars, Mitch Marner, Crosby, Marner. Tout le monde. On change tout ça. Ça, c'est sûr. On est 20 millions au-dessus du plafond, c'est pas grave, on va trouver une solution. 2 joueurs qui jouent pour les Golden Knights qui ont été repêchés par l'organisation. C'est ça. Mais non, exact. Puis c'est trop. C'est 2 de trop.
Alors, c'est qui? C'est fini. White Cloud? Non, lui, il a été signé comme joueur autonome. Je ne l'ai pas compté. Nicholas Hague. Oui, Puis Pavel Dorofeyev. Mais là, si tu ajoutes ceux, parce que j'ai été Clément, je m'appelle Alexandre, mais j'ai quand même été Clément Bisson. Clément Bisson, le niaiseux. Alors, bref, c'est du François Pérusse. Et si tu rajoutes les joueurs qui ont été repêchés lors du repêchage d'expansion, parce que tu sais, ça fait quand même le repêchage amateur, ça fait juste 8 ans qu'ils en font. Donc, si tu ajoutes ça, ça fait 5. Donc, quand même un peu plus. Okay. McNabb, Theodore, puis William Karlsson. Mais c'est quand même peu. Puis 2 joueurs développés par l'organisation dans les 8 dernières années. Le développement. On n'est pas là pour les autres. On connaît leur méthode. Ils sont pas mal les seuls à pouvoir l'appliquer. Ça a fonctionné. Mais je me demande s'il n'y a pas un petit ralentissement. Il va falloir repartir la machine puis aller en chercher d'autres vedettes. Là. Mais dès que ça fonctionne plus ou moins, qu'est-ce qui arrive à Vegas? Hein? Ils démolissent l'hôtel puis ils en construisent un nouveau. C'est vrai, c'est la façon Vegas. C'est ça. Ça coûtera ce que ça coûtera. C'est dommage pour les Oilers qui, ici, sont en plein état de grâce ou presque, qu'au prochain tour, ça risque d'être Dallas. Le printemps de Mikko. Moi, les Stars... On verra. C'est tout de l'intuition. Moi, je n'ai pas fait mes prédictions sur Facebook il y a de ça 3 semaines et que je vous le révèle. Mais intuitivement, Dallas sont dans le carré d'as. Ils étaient dans le carré d'as les 2 dernières saisons. C'est un peu leur tour. L'année dernière. Puis Mikko, contre Vegas aussi. Ajoute Mikko. Moi, je trouve que s'il y a un obstacle là, qui se dresse devant les Oilers, parce que, encore là, intuitivement, et je pense l'avoir dit ici, c'est la prophétie de l'idiot. C'est juste du ressenti, mais quand le Canada a gagné la Coupe des 4 Nations, j'ai eu l'intuition que c'est ce qui manquait à Connor pour... C'est de vivre ça, c'est cette expérience de vie-là. Moi, je vois un lien ésotérique entre, donc, entre ça va être le printemps de Connor ou le je printemps sais pas, de Mikko? Mais s'il y a quelque chose qui menace ça, c'est le printemps de Mikko. Mais là, Mikko, va falloir qu'il continue comme ça parce que... Il est pas mal... il est pas tout seul, mais c'est toute une locomotive. Matt Duchesne, aucun but en 10 matchs. Jamie Benn, 1 but en 10 matchs. Tyler Seguin, 2, mais c'est en la première série. Il y a 2 autres attaquants qui ont 8 points ou plus. Là, Ince et Johnston, mais Johnston est comme à moins 11 ou moins 12. Donc, il y a des failles dans l'armure des Stars présentement. Mikko les gomme plutôt bien là, avec ses statistiques. C'est ahurissant. Quel homme. Mais en tout cas, si lui ralentit, ce qui risque d'arriver, là, c'est une cadence insoutenable. Il va falloir qu'il y en ait d'autres qui prennent la relève. Mais ils sont équipés pour le faire, ça, c'est sûr. Ce qui est intéressant, c'est que dès le match 4, mais sinon, très prochainement, les Stars devraient pouvoir compter sur le retour au jeu de Miro Heiskanen. Ouais. Ça va faire une grosse différence. Non seulement à la ligne bleue, mais aussi dans la transition à l'attaque. Donc, même les attaquants eux-mêmes vont en bénéficier. La profondeur des Stars, c'est ça qui, à mon sens, non seulement ils ont des joueurs élites, mais ils ont également une très, très belle profondeur à l'attaque qui les rend redoutables et qui en donnerait aux Oilers plein les bottes. Là. Mais j'ai quand même... Je pense que le match d'hier en est un bon exemple avec Evander Kane, Adam Henry qui a marqué... Connor Brown qui joue du hockey extrêmement inspiré. Absolument. En ce moment, la profondeur des Oilers se manifeste. Ben oui. Puis, depuis le début des séries éliminatoires, à 5 contre 5, quand McDavid et Draisaitl ne sont pas sur la glace, les Oilers, au chapitre début, sont 15-9. 16-9. 16-9? Je l'ai fait l'exercice hier, oui. OK. C'est rendu 16-9. Ben voilà. Chicanez-vous. Alors qu'il était moins 22 durant la saison. Quand McDavid et ou Draisaitl n'étaient pas sur la glace, le reste de l'équipe, c'était moins 20, il avait accordé 22 buts de plus que ce qu'ils avaient marqué. Alors, très bon point. Fait que c'est ça, c'était des gars qui... Non, mais tu sais, des gars comme Connor Brown, ils sont restés fidèles à ce gars-là qu'ils avaient ramassé en se disant... T'sais, il revient, il a été blessé, il a été opéré, etc. Mais c'est un gars de série, fait que gardons-le. Puis finalement, il est payant. Evander Kane, payant également. Le vieux Corey Perry, c'est les séries, fait qu'il est là. Incroyable. C'est fou, alors,
cette profondeur-là des Oilers qui leur en service en ce moment, elle serait vraiment mise à rude épreuve contre les Stars. Fait que ça serait un choc intéressant. Ça leur prendrait peut-être le retour de leurs défenseurs à eux aussi. Là, je sais pas. Est-ce que ça se peut, ça? Ben, pour l'instant, Mathias Ekholm, mais Knobloch a dit, l'entraîneur a dit pas au deuxième tour, ça c'est sûr. C'est pas avancé plus que ça. Quand la blessure était survenue à l'origine, la rumeur circulait que la saison était pas mal terminée. Là. Mais c'est moins évident. On se garde la porte ouverte, apparemment, qu'il y aurait une possibilité pour qu'il puisse revenir. Un défenseur de la vieille école. Ah, c'est... OK, bye! Bon. Est-ce que... Et puis on va terminer là-dessus parce que je m'en voudrais, mais est-ce que je suis passé trop vite par-dessus les Jets? J'en ai un peu parlé comme si ils n'existaient pas. Ce qui est... J'en conviens. C'est comme une drôle d'équipe, les Jets. Ce qui est pas gentil. On y croit pas pantoute, on dirait. Ben, c'est parce que quand leur meilleur joueur et leur pire. Connor il se transforme en citrouille là, en disant séries éliminatoires, le bon Connor. Je pensais que c'était une impression, ça. Que c'était pas tant vrai. Ben, ça se confirme avec les chiffres, là, je te dirais. Il y a eu son seul bon printemps, je pense, c'est quand ils ont atteint la finale la demi-finale en 2018 là, contre Vegas, puis que c'était un peu inattendu à l'époque. Mais depuis ce temps-là, les Bucks en série, c'est vrai que c'est extrêmement difficile. Il n'a pas gagné. Il a pas gagné sur la route en séries éliminatoires à ses 8 derniers matchs. Et puis, écoute, je lisais la presse winnipégoise, puis on se félicitait du fait que dans le dernier match sur la route à Dallas, au moins, il n'avait pas été retiré de la rencontre. Parce que dans les 3 premiers matchs sur la route à l'étranger depuis le début des séries, chaque fois, on avait sorti le crochet. Donc, pour la première fois en 4 matchs, au moins, Connor Hellebuyck n'a pas été retiré du match. Alors, mais c'est bon, ça. Écoute, depuis sa demi-finale, inattendue, donc relativement inattendue, en 2018, les Jets en séries éliminatoires, Hellebuyck a 14 victoires, 24 défaites, une moyenne de buts alloués de 3,23 et 894 d'efficacité. Et là, si on parle de 38 matchs là, sur une très longue période, plusieurs présences en séries éliminatoires. Donc, ce n'est pas une légende urbaine. Là. C'est documenté. OK. Question du public, réseaux sociaux. Question du public, réseaux sociaux. Alors, j'ai failli l'oublier. Merci, Jack, de me ramener dans le droit chemin. On a demandé, et c'est quand même raccord, on a demandé donc via les réseaux sociaux de Radio-Canada Sport, compléter la phrase suivante. Échanger Mikko Rantanen, c'est comme... Et c'est ma préférée, c'est Jean-Sébastien qui l'a. Se départir de ses actions d'Apple en 1967. C'est un peu ça, pareil. Bon. Éric perd son billet de loterie gagnant à plusieurs millions. Nick, stationner ta voiture de luxe chez ton voisin. Toujours sur Facebook. Guy, se vomir dessus. Avec la réplique. Est-ce que c'est la réplique de l'année dans le monde du sport? Ben, du Canadien, en tout cas. Dans le monde. Dans le monde. La réplique de l'année dans le monde. Alors, merci à tous ceux et celles qui ont participé. Nous y voici. C'est la fin. C'est la fin. Non, c'est rendu, hein? Ouais. Là, on remet ça, les trois jeunes. Ouais, ouch. La nouvelle génération. Ouch. La relève. Oui. Vendredi, parce que Martin, tu sais, tout le temps là. On a profité de la conjoncture des événements pour... lui accorder un petit repos. Marc-Antoine Godin, je rappelle que tu es journaliste affecté aux affaires du hockey. Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir été là. Ça fait plaisir. Vas-tu aux Rockets? Le Rocket. Non, parce que là, le Rocket était Rochester. Le Rocket s'en va à Rochester. Fait que je vais attendre que le Rocket retourne à Laval. Je n'irai pas à Rochester. C'est où? C'est dans l'État de New York. Oui, absolument. C'est pas environ très loin de 75 minutes de Buffalo environ. C'est pas trop loin de Buffalo. C'est aussi bucolique. C'est le club école des Sabres. Oui. C'est tout aussi bucolique que Buffalo. Ben, c'est un beau compliment pour Rochester, je pense. Jiri Kulich, j'ai entendu qu'il était là. Ben, il jouait avec les Sabres de Buffalo. Mais ils l'ont retourné. Là, il joue avec les Americans. Ça se peut, j'ai pas vérifié. J'ai entendu ça là, dans mes lectures. Donc, il l'avait... C'est correct. Il l'avait papierisé. À l'âge du livre audio, c'est normal. C'est vrai, c'est normal. Ça se peut. Ils avaient fait la transaction papier. OK. Le papier, en tout cas, je pense que le papier...
C'est Effectivement, ancré dans le là. réel. Il est là. Non, Alors, ça va être Yeri est intéressant. là. Méchard Kulich. Moi, je ferais un texte là-dessus. Ce serait bon. Alexandre Gascon, tu es notre journaliste affecté aux affaires du hockey. Oui, c'est moi. Te retournes-tu au Rocket? Je vais y aller au Rocket. Là. Je suis curieux, en fait. J'ai hâte. C'est le fun. Ouais, mais ça va être long. Là. C'est comme dans... Oui, c'est jusqu'à la fin du mois de mai. C'est vraiment loin. Là. Ouais. C'est long. C'est vraiment long. On ne sait pas pourquoi, C'est d'ailleurs. épouvantable. Pascal Vincent avait l'air de dire, je comprends pas. Là. Ben, Parce que l'aréna à Rochester est très prisée. C'est ça. Il y a des Taylor, shows à toutes les... Oasis, Taylor Swift. Il y a des. YouTube. Non, mais c'est parce qu'il y a des règlements par rapport à la distance entre deux équipes, entre deux villes qui s'affrontent. Et au-delà d'une certaine distance, ça cesse d'être 2-2-1. Ça devient 2-3. Alors, juste pour une question d'économie d'échelle, d'économie de coût. Alors, ça, je sais que la pause de 5 jours entre les matchs 2 et 3, ce serait ça. Mais il a fallu aussi attendre, la raison pour laquelle ça a duré plus qu'une semaine, il fallait attendre la fin de d'autres séries. Mais c'est pénible. Là. Vraiment, là, c'est 8 vraiment jours, pénible. 8 jours, pénible. là, c'est long. C'est La pause de insupportable. 5 jours entre Rochester, je veux dire, ça prend 6 heures Let's de go. boss. Là. Ah ouais. Let's go. Donc, mettons 3 Et jours. ce sera ça un aurait été format, suffisant. donc, les 2 premiers matchs à Rochester et les 3 suivants. Comme c'était Parce le cas que- pour, contre Cleveland aussi. Exactement, parce que c'est un format 3 de 5 Voilà, et qui passera à 4 de 7 Oui. lors de la prochaine ronde. exact. Hein? Là, ce sont les quarts de finale, Non, dans le fond. C'est ça. C'est un quart de finale, le demi, puis la finale, c'est un 4 de 7. Je pense que c'est le segment le plus instructif de tous les Probablement. Il y avait du gens- gros Les stock. gens là. auraient dû Il y a du gros stock, donner là. jusqu'à la fin. Du ouais. gros stock. Un gros merci à Jacques-Alexis Bernardin à la production de cet épisode. Je m'appelle Alexandre Poupal. Passez donc une bonne semaine. Sur tous les terrains et sur tous vos appareils, Radio-Canada Sport.